Il y a des choses qu'on ne croit que lorsqu'on les voit de ses propres yeux. Comme une jeune femme refoulée à l'entrée d'un mariage, simplement parce que sa tenue ne brillait pas assez. C'était un samedi ensoleillé, mais l'air semblait lourd. Le salon, décoré jusqu'au plafond de fleurs blanches et de chandeliers en cristal, ressemblait à une scène de magazine. Des gens beaux, riches, et le nez bien levé, très levé. À l'entrée, un agent de sécurité en costume noir et visage fermé tendit le bras devant elle. « L'invitation » demanda-t-il, d'une voix plus froide que la climatisation. Elle avala sa salive, sortit une enveloppe froissée de son petit sac en tissu. « La voici, monsieur. J'ai été invité par Madame Mariana. »« Qui ?»« La grand-mère du marié, » dit-elle avec un sourire timide et une blouse usée par le temps. Il la regarda de haut en bas, longuement. « Cette tenue n'est pas appropriée pour l'événement. Désolé, je ne peux pas vous laisser rentrer. » Elle ouvrit grand les yeux. « Mais j'ai été la nourrice du marié depuis qu'il est bébé. Je lui ai changé ses couches, mais le garde lui tourna déjà le dos, appuyant sur son oreillette et déclarant « Problème réglé, juste une intruse. » Il resta là, immobile. Ses mains tremblaient, son visage rougissait, non pas de honte, mais d'indignation. Et c'est à ce moment-là que la phrase sortit de sa bouche. « C'est pour ça que vous avez tout, sauf une âme. » La phrase traversa l'air comme un éclair. De l'autre côté du salon, un homme en costume gris foncé, verre à la main, se retourna lentement. Il avait entendu. Et ce qu'il vit, c'était tout son passé empaqueté dans le regard de cette femme en robe simple. Le monde s'arrêta une seconde. Et c'est là que tout commençait à fanger. L'homme laissa tomber son verre, même pas fini sa gorgée. Parmi les arrangements millionnaires et les invités souriants, il traversa le salon à la poursuite d'un fantôme du passé. Les gens le saluaient, mais ils ne voyaient qu'elle, debout dehors, la dignité blessée, le regard chargé d'histoires plus profondes que n'importe quel livre. « Attendez, » dit-il, s'approchant de Vigile. « Pourquoi est-elle dehors ?» Le garde surpris se redressa. « Monsieur Henrik, elle a dit avoir été votre nourrice, mais elle ne semble pas appropriée pour l'événement. » Henrique leva la main. « Appropriée » répéta-t-il lentement. « Vous savez qui nettoyait mon vomi quand je rentrais de l'école en pleurs? Qui me donnait du lait chaud quand ma mère m'oubliait dans ma chambre? Cette femme-là, elle m'a élevé comme une mère. » Silence. Un silence qui blessait. La femme, qui n'y croyait pas encore, mit la main devant la bouche. « Henrique! Oh mon Dieu, Henrique! Tatatsoul, c'est moi. » Le temps recula de 20 ans en un instant. Mais, avant qu'il ne s'étreigne, une femme élégante surgit comme une flèche. « Que se passe-t-il ici ?» C'était Mariana, la matriarche, la grand-mère du marié, une femme qui cachait bien plus qu'elle ne montrait. Son visage maquillé tremblait d'indignation. « Cette femme ne peut pas être ici. » Et Zoulaide, les yeux pleins d'eau, lâcha « Parce que vous avez peur que la vérité éclate ?» Henrique resta figé. Et à ce moment-là, la fête perdut le goût du champagne, parce que le passé venait de revenir. La fête battait son plein, mais dans le cœur d'Henrique, tout vacillait. Il prit Zoulaide par la main et l'amena dans le jardin, derrière le salon. Loin des regards de l'élite, elle respira profondément. « Je pensais que tu m'avais oublié, » dit-elle, les yeux au sol. Henrique saisit ses mains ridées, marquées par des années de dur labeur. Comment oublier celle qui m'a appris à nouer mes lacets, qui me racontait des histoires quand plus personne ne se souciait de moi? Zoulaide baissa le regard. « J'ai reçu l'invitation de ta grand-mère. J'ai trouvé ça bizarre, mais au fond, je voulais juste te voir heureux. » Henrique fronça des sourcils. « Ma grand-mère n'a jamais parlé de toi, jamais ?» Zoulaide sourit tristement. « Parce que elle m'a renjoyé, du jour au lendemain.
Elle a dit que mon coûté trop simple gênait l'éducation de l'héritier. Enrique pâlit. Je ne savais pas. Zoleide sortit alors une vieille feuille pliée de son sac. Ceci, c'est une lettre. Ta mère me l'a écrite avant de mourir. Enrique l'ouvrit, lut, et les mots racontaient une autre histoire. Il disait que Zoleide n'était pas une simple employée. Elle était confidente, bras droit, une femme qui savait trop de choses. Ma mère te considérait comme de la famille. Oui, Enrique, mais la famille, ça fait peur aux cieux qui ont trop de secrets. Ses yeux tremblaient, et au loin, la musique de la fête résonnait encore. Mais Enrique déclara « Je vais tout découvrir ». La nuit poursuivait son cours. Lumière clignotante, serveurs pressés, musique qui tentait de masquer le vide résonnant dans certains cœurs. Mais Enrique n'était déjà plus là. Enfermé dans l'ancien bureau du manoir, celui où sa mère passait des nuits entières à écrire des lettres que personne ne lisait, il se revoyait enfin. Les murs couverts d'étagères et de portraits dorés semblaient l'écraser. Tout paraissait scénographique, faux, sauf ce poids dans la poitrine. Il alluma l'ancien ordinateur, celui qui contenait encore les fichiers personnels de sa mère. Lent, bruyant, comme s'il avait vieilli avec nostalgie. Parmi les feuilles de calcul, lettres et vidéos enregistrées, il tapa dans la barre de recherche un nom que son cœur connaissait déjà. Zoleide. Un seul résultat. Dossier Z. Il cliqua. L'écran se remplit d'images, vieilles photos datées dans le coin, Zoleide le tenant bébé, avec une couche mal mise et un sourire édenté. Zoleide, dormant, assise dans un fauteuil, lui sur ses genoux, tous deux épuisés. Une photo de Noël, elle avec un bonnet en carton, souriant à côté d'un sapin fait de papier crépon. Le cadeau dans ses mains était petit, mal emballé, mais ses yeux brillaient d'un sentiment d'appartenance. Et alors, une vidéo. Le clic fut sec. L'image tremblait, amateur, mais assez claire. Sa mère, jeune encore, les cheveux attachés et le regard fatigué, parlait face caméra. Si un jour Enrique voit ceci, c'est que je ne suis plus là. Et s'il le voit, c'est que quelqu'un n'a pas dit ce qu'il fallait. Fils, si t'entends cela, sache que tu as grandi heureux grâce à une femme qui t'a donné l'amour que je n'ai pas su offrir. Cette femme, cette sainte nommée Zoleide, a été ma seule certitude. Enrique arrêta la vidéo. L'air manquait. Il se leva, alla jusqu'à l'ancienne armoire de bois derrière le bureau, ouvrit le 3e tiroir, celui que personne n'osait toucher. Elle était là. Une enveloppe. Jaunie par le temps. Écriture ferme. Zoleide Nascimento. Il ouvrit avec soin. Comme on rouvre une blessure ancienne. À l'intérieur, un addendum testamentaire manuscrit avec signature reconnue. Je souhaite que Zoleide demeure dans cette maison tant qu'elle vivra. En tant que gardienne d'Enrique et membre à part entière de cette famille. Elle n'est pas employée. Elle est fondation. Mariana, fille. Enrique resta figé. C'était bien l'écriture de sa mère. La date ? 5 jours avant sa mort.
Mais pourquoi cela n'était-il jamais sorti? Il se souvint du jour de l'enterrement, de la lecture officielle du testament faite par l'avocat de la famille, avec sa grand-mère contrôlant chaque mot. Zuleide n'avait pas été mentionné une seule fois. Enrique tremblait. Et la vérité le frappa. Ils ont caché tout ça. Ils t'ont effacé, Tata Zuleide, pour ne pas partager l'argent, l'affection. Il ferma les yeux et jura la seule. Le salon brillait. Le moment du toast approchait. L'orchestre accordait ses instruments, le photographe préparait son flash et les mariés se tenaient la main devant le gigantesque gâteau à 6 étages, couvert de fleurs en sucre. Enrique réapparut, mais sans verre à la main. Il avait le visage marqué par des larmes sèches, les yeux rouges de colère contenue et une certitude dans le cœur. Cette soirée ne finirait pas dans le silence. Il monta sur scène, saisit le micro des mains du maître de cérémonie. « 1 minute d'attention, s'il vous plaît. » Les conversations cessèrent, les téléphones se levèrent. Le DJ enleva son casque. Mariana se leva, avait une expression d'alerte. « Cette fête, » commença Enrique, regardant la foule, « c'est censé être une célébration de l'amour. Mais ce que j'ai vu ce soir, c'est tout le contraire. » Certains invités se regardèrent, inquiets. Les mariés chuchotaient, confus. Tout à l'heure, une femme a été refoulée à l'entrée. Une femme qui m'a élevé comme une mère quand ma mienne ne pouvait plus. Une femme que j'appelais Tata, avant même de savoir ce qu'était une famille. Enrique marqua une pause, respira. Et vous savez ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont mise dehors comme un déchet. Ils ont effacé son nom de l'histoire. Ils ont volé jusqu'au dernier souhait de ma mère pour préserver les apparences. Mariana se leva avec une expression d'alerte. « Ça suffit, Enrique. Ce n'est pas un tribunal ici. »« Quoi, grand-mère? Vous avez peur que les masques tombent ?» Elle pâlit. Enrique leva une enveloppe devant tout le monde. « Voici la vérité, un addendum au testament de ma mère, daté, signé, enregistré. Elle demandait que Zuleide reste avec nous, parce qu'elle était famille. » Le murmure monta. Les gens de haute société se recroquevillaient. Certains se levaient pour partir, d'autres filmaient discrètement. « Mais vous avez caché cela. Vous m'avez menti. Vous avez jeté dehors la seule femme qui m'ait véritablement. Et pourquoi ? Pour conserver le titre de « famille parfaite » ? Une famille qui cache l'amour n'est pas une famille, c'est un décor. Silence total. Enrique descendit de la scène, marcha jusqu'à l'entrée du salon. Zuleide était là. Elle n'était pas partie. Même humiliée, en larmes, elle était restée. Enrique lui tendit la main. « Tata, pardonne-moi d'avoir mis autant de temps. » Elle, tremblante, accepta. Et alors, Enrique la conduisit au centre du salon, devant le gâteau, devant tous. Cette femme mérite un toast. Pour tout ce qu'elle a vécu en silence, pour tout l'amour qu'elle a donné gratuitement. Il leva verre. À l'amour vrai, celui qui ne se mesure pas aux vêtements, au statut ou au nom. À l'amour qui m'a sauvé quand plus personne ne se souciait de moi. Certains trinquèrent, d'autres baissèrent les yeux. Mais là, devant le gâteau de mariage, le plus beau mariage qu'eut lieu fut celui de passer avec la justice. Après ce toast inattendu, le salon se divisa comme un champ de bataille. D'un côté, ceux qui applaudirent Zuleide, les larmes aux yeux. De l'autre, ceux qui murmuraient, roulaient des yeux et préparaient déjà leurs messages dans les groupes WhatsApp de l'élite. Mais Enrique ne se souciait plus de ça. Il ne voyait qu'une chose, cette femme effacée de l'histoire brillait maintenant, vêtue de simplicité.
Mais comme souvent, la joie sincère dure peu, quand quelqu'un veut étouffer ce qui est vrai. Cette nuit même, Mariana convoqua Enrique pour une conversation privée. Ce fut dans le bureau. Encore. Elle l'attendait déjà, assise dans un fauteuil en cuir, verre de vin en bain, les jambes croisées comme prête à un duel verbal. « Tu as fait un scandale, un désastre. Tu as exposé notre famille. » Enrique s'appuya contre l'étagère. Il n'était pas là pour jouer un rôle. « J'ai révélé la vérité. Ce que vous ne faites plus depuis la mort de ma mère. » Elle esquissa un sourire en coin. « Ta mère était faible, trop émotive. Elle a toujours voulu faire de cette femme une sorte de martyr, mais Zuleide n'est qu'une ancienne domestique, et les domestiques n'ont rien à faire dans les fêtes de famille. » Enrique se tut. Mais c'était le silence avant la tempête. « Vous avez falsifié un testament ?» Mariana déglutit. Son verre manqua de glisser. « Quoi ?» J'ai vu la date, la signature, le tampon officiel. J'ai tout vu et je me souviens, grand-mère, je me souviens que juste après la mort de maman, c'est vous qui avez réglé tout ça rapidement avec l'avocat. Elle se leva. J'ai fait ce qu'il fallait pour toi, pour ne pas te voir élevé par des gens simples, pour ne pas que tu sois confondu avec les enfants de la bonne. Enrique se figea. Cette phrase disait tout. « Alors, c'est ça, dit-il, la voix tremblante. Vous avez effacé la seule femme qui m'ait donné de l'amour, par pur préjugé. J'ai protégé ton héritage, cria-t-elle. Tu devrais me remercier. » Enrique s'approcha lentement, la regarda dans les yeux et dit calmement « Je ne veux pas de cet héritage, grand-mère. S'il repose sur le silence des justes, je préfère repartir de zéro. » Il sortit, laissant Mariana seule. Et sans qu'elle s'en rende compte, un détail l'épiait. Sur l'étagère, une petite caméra, discrète, tournait. Il était presque minuit quand Enrique revint au jardin. Des invités partaient. Certains faisaient semblant de ne rien avoir vu. D'autres passaient avec un sourire gêné, évitant le regard de celui qui venait de retourner son histoire. Zuleide était assise sur un banc près d'un petit bassin artificiel, seule. Sa robe simple paraissait faite d'or, parce que cette nuit, c'était elle qui brillait. Enrique marcha lentement vers elle, mais avant qu'il ne dise quoi que ce soit, un bruit attira son attention. Un sanglot, doux, caché, venant de derrière un buisson. « Vous entendez ?» demanda-t-il. Tous deux se levèrent. Ils s'approchèrent et trouvèrent un garçon, environ 7 ans, costume trop serré, yeux moyés. Zuleide s'agenouilla en premier. « Hé, mon ange, que se passe-t-il » L'enfant renifla. « Je suis le neveu du marié, mais ma mère m'a laissé dehors. Elle a dit que les enfants n'avaient pas leur place dans la partie chic de la fête. Je voulais juste voir le gâteau. » Enrique sentit son cœur se serrer. Il connaissait ce sentiment, la solitude d'être entouré de monde, et pourtant ignoré. Zuleide sortit un mouchoir et essuya le visage du garçon. « Comment tu t'appelles, mon ange ?»« Léo, » répondit-il, plus calme. « Eh bien, Léo, tu sais quoi ? Les enfants oubliés développent toujours un super pouvoir. »« C'est vrai ? » ?»« Oui, » dit-elle avec un sourire tissé de cicatrices invisibles. « Parce que quand le monde te tourne le dos, Dieu te prend par le bras. » Enrique s'agenouilla à son tour. « Tu sais, petit, moi aussi on m'a dit que je ne pouvais pas entrer dans les endroits chics. Mais aujourd'hui, je sais que le vrai luxe, c'est là où il y a des câlins, des regards sincères, de l'amour. » Léo
et regarda surpris, et se jeta dans les bras de Zuleide. Elle l'enlaça comme si elle recousait, à cet instant, les blessures de son propre passé. Et Enrique pleura, pas pour le garçon, pas pour Zuleide, mais pour lui-même, pour l'enfant en lui, oublié dans les couloirs froids du manoir, et qui, enfin, recevait l'étreinte qui guérit. Ce soir-là, la fête prit fin pour de bon, parce que tout ce qui comptait était là. Un enfant, un homme, une femme, reconstruisant en silence ce que la vie avait brisé à coups de cris. Le lendemain matin, Enrique ne se réveilla pas sur un oreiller en plumes. Il se réveilla sur le sol de la vérité. Il avait passé la nuit à revoir des papiers, à repenser à des sourires effacés, à essayer de comprendre combien d'années de sa propre vie il avait vécu en croyant à un mensonge. Le testament, l'addendum, les images, l'enregistrement de sa mère. Mais il y avait encore quelque chose qui ne collait pas. Pourquoi le nom de Zuleide n'apparaissait-il pas dans aucun des documents officiels de l'entreprise, murmura-t-il, en fouillant dans des dossiers, des contrats, des fichiers de direction? C'est alors qu'il vit une signature, barrée avec du correcteur blanc. Il demanda au service juridique un rapport complet. Et là, il trouva. En 2003, l'entreprise avait enregistré un nouveau statut, un nouveau contrat social. Mais dans la version précédente, de 2000, figurait le nom d'une collaboratrice honoraire, avec droit à un salaire symbolique à vie et à une couverture santé à vie. Zuleide Nascimento. Enrique apporta les 2 documents à un expert en écriture. Le résultat arriva quelques heures plus tard. La falsification est manuelle, réalisée avec du correcteur liquide, puis réimprimée. La fraude est évidente. Enrique ferma les yeux. L'entreprise qu'il avait héritée était entachée. Non pas par des manœuvres financières, mais par une lâcheté personnelle. Et à cet instant, il prit une décision qui allait tout changer. « Je vais rendre ça public. » Enrique alluma la caméra de son propre téléphone. Sans maquillage, sans filtre, sans texte appris par cœur. Les yeux gonflés, un simple t-shirt, une voix ferme. « Je suis Enrique Monteiro, héritier d'une des familles les plus traditionnelles du pays. Mais aujourd'hui, je ne parle pas en tant qu'homme d'affaires, je parle en tant qu'homme. Un homme qui a découvert qu'une partie de son histoire lui a été volée par des gens de sa propre famille. » Il fit une pause. « Pendant des années, une femme nommée Zuleide Nascimento m'a élevé comme si j'étais son fils. Ma mère l'aimait, elle l'a même consigné par écrit. Mais tout a été effacé, caché, falsifié, par honte, par statut. Zuleide a été réduite au silence. » Enrique leva le papier devant la caméra. « Voici la preuve. Et je suis ici pour dire, la mascarade est terminée. Zuleide fait partie de ma vie, et à partir d'aujourd'hui, elle recevra ce qui lui revient. Pas seulement un nom sur le papier, mais une place dans le cœur de ceux qui comptent vraiment. » Il posta la vidéo. Sans attendre, en quelques minutes, elle explosa. Des millions de vues, des milliers de commentaires. Des gens racontant des histoires similaires, d'autres confessant des larmes venues de nulle part. Et au milieu de tout cela, Zuleide regardait, les mains sur la bouche. « Je voulais juste un câlin, mon Dieu !» murmura-t-elle. « Et le Seigneur m'a donné le monde !» La vérité, quand elle est dite à voix haute, a 2 effets. Elle effraie les cœurs et libère ceux qui étaient déjà prisonniers de l'intérieur. Le lendemain de la publication de la vidéo, les journaux affichaient des titres tels que « Un héritier expose une fraude familiale et émeut le pays »,« Une nourrice oubliée devient symbole de justice sociale »,«
Un millionnaire brise le silence et révèle un document caché depuis des décennies. Mais Enrique ne se souciait pas des titres. Il voulait un changement réel, concret, gravé sur la pierre, pas seulement sur des écrans. C'est pourquoi, 3 jours plus tard, il convoqua une conférence de presse. Pas de tapis rouge, ni de studio glamour. Le lieu choisi fut la cour du nouvel institut, encore en construction, avec des briques empilées, des pieux dans le sol et une odeur de ciment frais dans l'air. Là, devant des caméras, des journalistes, des assistantes sociales, des enseignants et des curieux, Enrique monta sur une petite estrade en bois. Il portait une chemise roulée au bras, sans cravate. À ses côtés, Zoulaïd. Elle portait une robe bleu marine, les cheveux attachés avec un foulard fleuil. Ses yeux étaient effrayés par tant d'attention, mais son cœur solide comme un rocher qui n'a jamais voulu briller, seulement soutenir. Enrique prit le micro à 2 mains. Il respira profondément et parla. « La vérité est sortie, et maintenant vient ce qui compte vraiment. Réparer !» Les caméras zoomèrent, les reporters se redressèrent, mais ils ne lurent rien. Il parlait du cœur. Cette femme à mes côtés s'appelle Zoulaïd Nascimento, et ce nom n'a pas un hasard, car c'est elle qui m'a redonné naissance alors que mon enfance n'était qu'abandon maquillé de luxe. Zoulaïd baissa la tête, les yeux brillants. Ma mère a écrit noir sur blanc que Zoulaïd faisait partie de notre famille, mais ce souhait a été effacé, volé, et aujourd'hui, on lui le rend. Enrique se tourna vers elle, sortit une enveloppe. Tada Zoulaïd, voici votre nouveau contrat avec la Fondation Monteiro. Mais plus encore, c'est l'officialisation d'une histoire qui vous appartenait depuis toujours. À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre directrice des relations humaines. Avec un salaire digne, une couverture santé à vie, une assistance psychologique et toute autonomie. Zoulaïd tenta de refuser. « Ce n'est pas nécessaire, mon fils. » Enrique l'interrompit. « Si, c'est nécessaire. Parce que tout ce que vous m'avez donné, personne ne pourra jamais le payer. Mais ceci, c'est le minimum. » Applaudissements. Mais ce n'était pas fini. Enrique leva un autre document. Et encore, nous fondons aujourd'hui, officiellement, l'Institut Zoulaïd Nascimento, localisé sur ce terrain. Une école gratuite pour enfants abandonnés, négligés ou orphelins. Ici, chaque élève aura un nom, de l'attention, de l'écoute. Personne ne sera appelé domestique, oublié, invisible. Ici, tout le monde compte. Applaudissements. Des journalistes en pleurs. Des enseignants filmant de la main tremblante. Même des reporters sceptiques se levèrent pour applaudir. Enrique poursuivit. Et je veux dire quelque chose à ceux qui nous regardent en cravate et sourire faux. Ceux qui bâtissent un empire sur l'injustice héritent de la solitude. Mais ceux qui réparent héritent de la paix. Zoulaïd, les yeux remplis d'émotion, prit le micro. Elle inspira profondément et dit, d'une voix rauque, « Je n'ai jamais rêvé de tout cela. Je voulais juste avoir le droit d'aimer en paix. Mais aujourd'hui, je sens que le monde m'a entendu. » Enrique lui prit la main. « Et il ne vous oubliera jamais. » La foule applaudit de nouveau. Et là, entre briques, poussière, ciment et vérité, est né quelque chose que Clinton ne pourra jamais effacer. Une justice avec nom, numéro et cœur. Certains hommages se font avec une plaque, d'autres avec un discours. Mais la vraie gratitude vit dans les gestes. Enrique le savait. C'est pourquoi il ne voulait pas seulement signer un contrat. Il voulait offrir un foyer. Il passa des semaines à tout planifier, sans que Zoulaïd ne le sache. Il visita des architectes, demanda l'aide de décorateurs, choisit chaque détail de ses propres mains. Mais il exigea une chose. « Je veux une maison avec une âme de grand-mère, avec l'odeur du pain, un hamac sur la véranda et un arbre dans le jardin. » Quand tout fut prêt, il alla la chercher lui-même. Zoulaïd vivait alors dans une petite pièce modeste, derrière une église. Peu de meubles, une vieille radio
et un pot de biscuits à la maïzena, toujours rempli, même sans visiteur. « Tu m'emmènes où, Enrique ?» demanda-t-elle, avec ce ton méfiant de ceux qu'on a trop souvent oubliés. « Vous verrez. » Pendant le trajet, Zulaïde regardait par la fenêtre comme une enfant qui ne serait jamais sortie de son quartier. Des yeux curieux, la main serrant son sac comme s'il y transportait autant de souvenirs que de papier. Ils arrivèrent devant un portail blanc. Derrière, une petite maison au toit rouge, avec des jardinières aux fenêtres et un jeune jaboticard dans le jardin. Enrique descendit en premier, ouvrit la portière, tendit la main. « Bienvenue chez vous, Tata. » Zulaïde resta immobile. Ses yeux brillèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Seulement des larmes. « Enrique, je ne peux pas accepter ça, mon fils. C'est trop. Ce qui est trop, c'est ce que vous avez fait pour moi. Cette maison, ce n'est pas un paiement, c'est un retour. » Elle entra lentement. Parquet clair, salon avec fauteuil à fleuris, cuisine avec rideaux en dentelle. Sur le poêle, une bouilloire en émail bleu, toute neuve. « Enrique, on dirait une maison de feuilleton. » « Non, c'est la maison que j'ai toujours voulu avoir quand on me reléguait dans la pièce du fond. » Elle parcourut le couloir. Entrèrent dans une chambre aérée, avec une couverture brodée à la main et un cadre accroché au mur. La photo, elle et Enrique, à une époque où il ne savait même pas encore marcher. Zulaïde porta la main à sa bouche, s'assit sur le lit, respira profondément. Quand j'étais petite et je m'asseyais près de la clôture du voisin, il avait un jabotier. Je restais là à en sentir l'odeur. Je ne l'ai jamais osé d'en demander. Enrique sourit. Et maintenant, il y en a un qui est à vous. Et vous pouvez en manger avant qu'il mûrisse, si vous le souhaitez. Ils sortirent par la porte arrière. L'arbre était là. Jeune, mais bien vivant. Enrique dit « Cet arbre va grandir avec vous. Et un jour, des enfants s'assiéront dessous pour écouter vos histoires. » Elle posa la tête sur son épaule. Je pensais mourir oublié. Mais aujourd'hui, je crois que la vie est encore un chapitre doux pour moi. Enrique l'enlaça fort. Il y en a, Tata. Et maintenant, vous vivez dans un endroit où vous n'aurez plus jamais à frapper à la porte pour entrer. Zulaïde ferma les yeux et murmura « C'est plus qu'une maison. C'est un foyer. » Et à cet instant, sans cérémonie, sans ruban coupé, sans discours enflammé, une nouvelle histoire fut plantée là. L'histoire d'une femme qui avait passé sa vie à ouvrir des portes pour les autres, et qui, enfin, en trouvait une grande ouverte pour elle. Pendant que le monde extérieur célébrait le courage d'Enrique et l'histoire de Zulaïde comme un symbole de justice réparatrice, l'ancien clan Mtero sombrait dans un silence épais, gênant, révélateur. Les dîners de famille du dimanche, annulés. Les réunions formelles, pleines de rires forcés et de toasts chorégraphiés, silencieuses. La famille Montero, autrefois synonyme de prestige, n'était plus qu'un mur fendu de l'intérieur. Parce que la vérité a ce défaut, et elle s'infiltre par les fissures même quand tout le monde fait prétendre. Mariana, la matriarche, s'était reclue dans l'aile isolée du manoir. Porte close, téléphone ignoré. Elle ne sortait plus, ne se maquillait même plus. Certains disaient que c'était par peur du scandale. D'autres, par orgueil brisé. Mais Enrique savait. C'était la culpabilité. Une vieille culpabilité déguisée en colère neuve. Il décide alors de faire ce qui s'imposait. Un après-midi couvert, il monta l'escalier du manoir, comme si le ciel reflétait ce qui pesait entre les murs. Il frappa à la porte. Silence. Il frappa encore. La voix, sèche, surgit. « Je n'ai rien à te dire. Mais moi, j'ai à vous dire quelque chose. » Elle ouvrit lentement. Les yeux creux, les mains tremblantes. La vieille lionne n'était plus qu'un découp de son propre arrogance. « Enrique, tu as sali notre nom. J'ai lavé avec du savon ce que vous avez tenté de masquer avec du parfum. Il y a des saletés que même le Chanel 59 ne couvre pas. » Elle baissa les yeux, mais ne céda pas.
Un jour, tu comprendras que maintenir l'ordre est plus important que satisfaire une domestique. Enrique s'approcha d'un ton clair mais ferme. Tata Zulaïde n'était pas une domestique, elle était ma famille. Et vous l'avez effacée des registres. Vous avez falsifié des documents, réduit ma mère au silence. Pourquoi? Pour protéger un nom? Mariana s'assit lentement, fixant le vide. Tu ne sais pas ce qu'est de porter un empire. Mais je sais ce que c'est de grandir sans étreinte, grand-mère. Enrique respira profondément. Regardez-moi. Il vous reste encore du temps pour faire ce qui est juste. Elle répondit. Glacial. La vérité ne détruit que quand on la perd de contrôle. La vérité ne détruit que ceux qui ont bâti leur monde sur de la mensonge. Silence. Enrique se leva, se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. Je vais rendre à notre histoire ce que vous avez tenté d'enterrer. Et si pour ça, vous avez décidé de me désirriter, alors désirritez-moi avec Profière. Mais n'attendez jamais que j'hérite de votre Koloshi. Et il sortit, sans regarder en arrière. Quelques heures plus tard, Mariana fait sa valise, discrètement, sans bruit. Elle quittait le pays et ne revint jamais. Certains disaient qu'elle fuyait le scandale. D'autres qu'elle cherchait la paix. Mais Enrique savait. La paix qu'elle cherchait, c'était celle qu'elle n'avait jamais su offrir. Et ce jour-là, Enrique comprit une leçon qu'il n'oubliera jamais. Certaines familles s'effondrent quand la vérité surgit. Mais d'autres naissent à ce moment précis. Des semaines passèrent après l'explosion de la vidéo. Et ce qui avait commencé comme un simple geste de réparation devint un mouvement. Le nom de Zulaïde, autrefois chuchoté avec mépris dans les couloirs de l'élite, était maintenant affiché sur les murs des écoles publiques, dans les journaux, dans les hommages. Mais Enrico ne cherchait pas la gloire, il voulait la vérité. Alors il décida, on va faire une fête, mais cette fois, ce ne sera pas pour célébrer des alliances en or, mais pour honorer les cœurs purs. Il organisa tout lui-même. La fête eut lieu dans la cour en terre battue de l'Institut Zulaïde Nassamonto, fraîchement inauguré. Il n'y avait ni sol en marbre, ni lustre en cristal, mais il y avait des rires d'enfants, l'odeur de pop-corn et des tables en bois où riches et pauvres, jeunes et vieux, noirs et blancs, s'asseyaient ensemble. Zulaïde arriva, tenant la main de 2 enfants. Elle portait une robe fleurie, des chaussures simples, et ce sourire d'une femme qui avait compris que le monde peut te frapper, mais il n'éteint pas la lumière en toi. Enrico l'accueillit à la porte, micro en main. Aujourd'hui n'est pas un événement, c'est une réparation. Aujourd'hui, tout le Brésil va se lever pour applaudir la femme qui m'a appris à aimer sans rien attendre en retour. Il la fit venir au centre. La foule applaudissait. Des gens pleuraient. Des enfants s'agrippaient à elle comme à leur propre grand-mère. Zulaïde tenta de parler, sa voix se brisa. Elle respira profondément et dit « Je n'ai su rien, je n'ai jamais été rien. Juste une femme qui portait un enfant dans ses bras, réchauffait des biberons et lavait des draps au milieu de la nuit. Mais aujourd'hui, j'ai compris que l'amour ne se perd pas. L'amour, c'est comme une graine. Même si on oublie de l'arroser, un jour, il pousse. Même si c'est dans le cœur d'un garçon devenu homme. » Enrico s'agenouilla, prit une poignée de terre rouge du sol et dit « C'est la terre où naîtront des rêves, parce que c'est la même terre que vous avez foulée, Tata, et tout ce que vous avez touché a fleuri. » La foule se leva pour applaudir. Et là, dans cette cour simple, fut célébrée la plus belle des unions, celle de la gratitude avec la justice. C'était une grande maison. Mais il y avait une pièce que Enrico n'ouvrait jamais. Même après être devenu PD, riche, indépendant, respecté,
il ne posait jamais la main sur cette poignée de porte dorée au fond du couloir, parce que là, c'était la chambre de sa mère. Tout y était resté comme elle l'avait laissé. Le parfum, les livres, les bijoux dans le petit coffret à musique, et au centre du lit, une Bible ouverte. Enrico entra lentement. L'air semblait figé, comme si le temps n'avait jamais osé entrer ici. Il s'assit sur le lit, ferma les yeux. « Maman, pourquoi tu n'as jamais rien dit? Pourquoi tu as laissé partir comme ça ?» Le silence répondit, jusqu'à ce qu'un détail attire son regard. Un carnet à moitié simulé sous l'oreiller. Un journal. Les pages usées, l'écriture tremblante. Il l'ouvrit et lut. Aujourd'hui, Zulaïde est partie. Elle a rangé ses affaires en silence. Je la regardais descendre les escaliers, le cœur en morceaux. Je voulais crier, courir, l'empêcher de partir. Mais j'ai choisi le confort des apparences. Dieu me pardonne, j'ai laissé partir la seule femme qui aimait mon fils autant que moi. Enrico sentit sa gorge se trembler. Il tourna la page. Je voulais lui laisser quelque chose. Alors j'ai ajouté son nom dans mon testament, discrètement. Une ligne, un souhait, une tentative de réparation. Je sais qu'ils vont probablement l'enlever. Mais si un jour mon fils trouve cela, qu'il sache que Zulaïde n'était pas une employée. Elle était famille. Enrico tomba à genoux. Il tenait le carnet contre sa poitrine, comme si c'était le cœur même de sa mère qui parlait enfin. Et c'est à ce moment-là qu'il comprit ce qu'il devait faire. Pas pour apaiser son propre conscience, mais pour honorer une promesse enterrée en vie. Il se releva, sortit de la chambre et regarda le ciel depuis le balcon. « Tata Zulaïde, préparez-vous. Demain, tout le pays saura qui vous êtes vraiment. » Il est des histoires qui se terminent avec une signature, d'autres avec un « je t'aime ». Mais celle-ci se termina avec un regard et un silence. Des mois s'étaient écoulés. Enrique était désormais reconnu comme un entrepreneur différent, un homme qui ne construisait pas seulement des immeubles, mais aussi des ponts invisibles entre ceux que la vie avait séparés. Zulaïde, elle, continuait de vivre dans sa petite maison au toit rouge. Elle cultivait son jabotier, accueillait des enfants du quartier, racontait des histoires à qui voulait écouter. Mais un soir, son cœur, déjà fatigué, choisit de se reposer. Elle s'éteignit paisiblement dans son fauteuil, la radio allumée, une couverture sur les genoux et une photo d'Enrique dans les mains. Quand il reçut la nouvelle, Enrique ne pleura pas tout de suite. Il prit la voiture, roula jusqu'à la maison. En entrant, il sentait l'odeur du café de l'après-midi. Tout était encore à sa place. Le silence était dense, profond. Il s'agenouilla devant elle, toucha sa main, ferma les yeux. « Tata, je n'ai pas eu le temps de vous dire tout ce que j'aurais voulu, mais je sais que vous saviez. » Il embrassa son front. Le lendemain, il refusa les enterrements luxueux. Il fit une cérémonie dans le jardin, autour du jabotier. Amis, voisins, journalistes, tous en silence. Enrique parla, sans lire, sans discours préparé. Elle n'était pas une célébrité, pas une grande intellectuelle. Elle n'a jamais eu de diplôme, mais elle a enseigné quelque chose que personne ne m'avait appris, la valeur de l'amour silencieux. Il regarda le ciel. Et je jure ici, devant tous ceux qui m'écoutent, je ne laisserai pas son nom être effacé une seconde fois. Une plaque fut posée au pied du jabotier. Ici reposent les racines d'une femme que le monde n'a vue, mais que Dieu n'a jamais oubliée. Enrique resta là un moment, seul, les mains dans les poches, regardant l'arbre. Et alors qu'il se tournait pour partir, un garçon s'approcha. « Monsieur Enrique,
C'est vrai que c'était vous qui étiez élevé par elle? Oui, c'est vrai. Alors, je voulais vous dire merci, parce qu'elle m'a appris à lire. Annaleke s'agenouilla. Et tu vas continuer à lire, parce que c'est à travers toi qu'elle continue à vivre. Et à cet instant, Enrique comprit. Les gens meurent, mais l'amour reste planté. Il pousse dans les gestes, dans les paroles, dans les enfants qu'on élève, dans les blessures qu'on soigne. Et surtout, dans les histoires que l'on refuse d'oublier. Fin.